Les assurances santé et les solutions de prévoyance de la Caisse d'épargne vous présentent Check-up. Medialp, 20 points de vente dans la région, de vente et location de matériel de confort médical, vous présente Check-up. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Check-up, le magazine de la santé et de l'innovation de Télé Grenoble. Dans quelques minutes, nous ouvrirons avec nos invités le dossier du mois qui sera consacré à la traumatologie des sports d'hiver. Et oui, cette saison. Mais je salue pour l'heure les personnes qui sont avec moi sur ce plateau. Tout d'abord, celui qui nous accompagne à chaque numéro et nous apporte son expertise dans le domaine des entreprises de santé innovantes à Grenoble et en Isère. J'ai nommé le président de Medicalps, Vincent Templard. Bonsoir Vincent. Bonsoir Marie-Caroline. Tout va bien ? En pleine forme malgré les frimas de l'hiver. Et on va en parler avec, en face de vous, Vincent, le docteur Damien Rouvière. Bonsoir. Bonsoir Marie-Caroline. Vous êtes médecin vasculaire, angiologue à Montbonneau. Vous intervenez également à la clinique mutualiste. Et dans quelques minutes, vous nous en direz plus sur la maladie de Raynaud. Un indice chez vous, c'est froid. Mais on commence, comme tous les mois, avec la rubrique Innovation, consacrée aujourd'hui à une application qui permet de géolocaliser des citoyens volontaires capables d'intervenir en présence d'une personne victime d'un arrêt cardiaque. Et cette application, elle s'appelle Sauve Life. Son message, c'est vous aussi, vous pouvez sauver des vies. En phase de test pendant quelques semaines, elle peut officiellement être utilisée par les professionnels de la régulation du SAMU 38 depuis début 2019. Julie Ségala vous explique son fonctionnement. SAMU Centre 15, bonjour. En cas d'arrêt cardiaque, chaque minute compte. En plus des secours, les régulateurs du SAMU préviennent désormais des citoyens volontaires via l'application Sauve Life. Quand il y a une urgence vitale à proximité de vous, le SAMU déclenchera l'application. Si vous êtes à 10 minutes à pied, vous recevrez une alerte. Vous allez dire « oui, j'accepte » si vous êtes disponible. Ne vous inquiétez pas si vous ne l'êtes pas, d'autres personnes pourront être là. Vous allez être guidé pour aller sur place, guidé pour chercher un défibrillateur et guidé dans les gestes qui sauvent par le SAMU. Le SAMU 38 dénombre chaque année 500 patients victimes d'arrêt cardio-respiratoire avec un taux de survie d'à peine 10%. Après plusieurs mois de tests, 3500 citoyens volontaires sont aujourd'hui mobilisables en Isère. Formés ou non aux gestes de premier secours, tout le monde est en mesure de sauver des vies. Dans un arrêt cardiaque, 1 minute sans massage cardiaque, c'est 10% de survie en moins. On sait que les secours vont mettre en moyenne plus de 13 minutes à arriver en France. Donc vous comprenez bien qu'il faut agir pendant ces 10 premières minutes. En plus de sauver des vies, l'application est au cœur du programme de recherche baptisé Dispatch, une étude nationale qui doit permettre de mieux diagnostiquer les arrêts cardiaques pour une prise en charge plus rapide et plus efficace. Initiée en Isère, elle a été déployée dans 15 SAMU de 10 départements français et devrait concerner 2000 patients. L'objectif, c'est d'évaluer l'intérêt de plusieurs interventions pour essayer d'améliorer la survie des patients qui ont un arrêt cardiaque. Ces interventions, c'est une meilleure reconnaissance de l'arrêt cardiaque au téléphone par les assistants de régulation du centre 15, des conseils téléphoniques adaptés lors de la survenue du malaise. Lancée en mars 2018, l'application Sauve Life compte aujourd'hui 85 000 citoyens volontaires avec un objectif de 100 000 inscrits en un an. Un système qui a déjà fait ses preuves puisqu'il a déjà permis de sauver une quinzaine de vies. L'application a obtenu le prix coup de cœur, évidemment, du dernier CES Las Vegas, le Salon mondial de l'innovation numérique, et des pourparlers sont en cours pour développer Sauve Life dans d'autres pays d'Europe, ainsi qu'aux États-Unis et au Québec. Alors, le salon CES, c'est un salon que les entreprises du bassin grenoblois connaissent bien, Vincent. C'est un salon qui est extrêmement important, effectivement. Rappelons simplement que le CES, c'est le Consumer Electronic Show, un salon dédié aux objets communicants et à tout ce qui va tourner autour du numérique. Et Grenoble est particulièrement bien positionné, la région Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes aussi. C'est un salon extrêmement important, effectivement, pour nos entreprises.
voilà, ou dans lesquels on retrouve notamment, par exemple, Diabloop était Alors, dans le passé. secteur médical, effectivement, le médical était plutôt absent jusqu'à il y a quelques années du salon, puisque, encore une fois, comme son nom l'indique, c'est un salon très tourné vers les applis et les objets communicants. Mais on voit bien que dans les développements des nouvelles technologies médicales, SauveLife en est un exemple, il y a de plus en plus d'entreprises qui utilisent les objets communicants. Diabloop était par exemple présente aussi, et il y avait d'autres entreprises, mais Diabloop, le pancréas artificiel, qui est une entreprise qui est en très fort développement et qui devrait mettre son produit sur le marché cette année. Voilà, et on verra en janvier 2020 si d'autres entreprises de santé, peut-être vous pouvez leur faire passer l'idée, iront à Las Vegas. En tout cas, c'est un salon et puis on mondialement peut lever connu, des fonds à Las reconnu, Vegas très rapidement en plus. Ça permet de trouver des partenaires, ça permet de se faire connaître facilement. Alors, à ma connaissance, il n'existe pas encore d'application capable de détecter celui ou celle qui sera volontaire pour nous réchauffer les pieds ou les mains. Ça pourrait peut-être être utile pour les personnes atteintes de la maladie de Raynaud. On en parle tout de suite. Les frimas de l'hiver sont arrivés avec leur cortège de bobos, petits ou gros. On va parler avec vous, docteur Rivière, de la maladie de Raynaud qui pose surtout problème en période de froid puisqu'il s'agit d'un trouble de la circulation sanguine. C'est bien ça? C'est ça. En fait, la maladie de Raynaud, c'est un acrosyndrome vasculaire paroxystique. Alors, c'est des noms un peu compliqués, on va essayer de détailler tout ça. Pourquoi un acrosyndrome? Alors, acro, la racine grecque, ça veut dire extrémité. Donc, en fait, c'est un syndrome qui va toucher les extrémités. Le plus fréquent, c'est les mains. Ça peut aussi toucher les pieds, plus rarement les oreilles, le nez et très exceptionnellement la langue. Donc, un acrosyndrome paroxystique, c'est-à-dire que ça va se manifester par crise. Ce n'est pas des symptômes qui sont permanents, ça arrive par crise qui peuvent durer quelques secondes à quelques minutes. Et vasculaire parce que l'origine du problème est les petits vaisseaux qui se trouvent au niveau des extrémités. Alors, vient de voir quelques images, on va pouvoir les revoir. Donc, on voit très bien de l'extérieur ce qui se passe. C'est-à-dire que les extrémités ne sont plus irriguées? Voilà, c'est ça. Alors en fait, dans la maladie de Raynaud, les extrémités vont passer par plusieurs phases. La première est constante, c'est ce qu'on appelle la phase syncopale, c'est-à-dire que les petits vaisseaux qui sont aux extrémités vont se contracter. Ils sont contractés brutalement avec un blocage complet de la circulation sous l'effet habituellement du froid. Le sang n'arrivant plus, on perd la coloration au niveau des extrémités, donc ils deviennent complètement blanches. Parfois, il y en a qui appellent ça des doigts ivoires, voire cadavériques. En tout cas, il y a un blocage temporaire de la circulation, c'est complètement réversible. On parle de maladie de Raynaud et de phénomène de Raynaud. Est-ce la même chose ou est-ce que c'est... Il faut nuancer un petit peu. D'habitude, on parle de syndrome de Raynaud ou de phénomène de Raynaud. Donc, c'est le phénomène des doigts qui vont changer de couleur. Donc, c'est la modification de la coloration des extrémités. On parle de maladie quand il n'y a pas de cause autre ou médicale ou d'autres maladies qui vont donner ces symptômes. Donc, la maladie de Raynaud, c'est habituellement une maladie qui touche plutôt les femmes jeunes, 15 à 25 ans. Il peut parfois y avoir des causes médicales, donc d'autres maladies sous-jacentes qui vont donner ces symptômes-là. Et quand il y a une maladie sous-jacente, on appelle ça le phénomène de Raynaud secondaire, puisqu'il est secondaire à une maladie. Alors, vous parliez de femmes jeunes. Est-ce que ça se déclenche à l'adolescence Ça peut commencer à l'adolescence. Il y a un rôle hormonal qui fait que ce sont surtout les femmes, et plutôt jeunes. Mais il n'y a pas vraiment d'âge, on peut avoir à tous les âges. Mais classiquement, la maladie de Raynaud commence entre 15 et 25 ans chez les femmes. Alors, ça dure combien de temps, cette coloration, ces crises? Quelques secondes à quelques minutes, très exceptionnellement quelques heures. En même temps que cette modification de la coloration, cette décoloration au niveau des extrémités, peut s'associer des douleurs. Et progressivement, en général, ces phénomènes arrivent à l'exposition au froid. Donc, on cherche à se réchauffer les extrémités, les mains ou les pieds. Et que quand on se réchauffe ses extrémités, le sang va revenir tout doucement. Et parfois, on peut passer dans une deuxième phase qu'on appelle la phase asphyxique. On le voyait tout à l'heure sur les photos. Les extrémités peuvent devenir bleues, violacées. Donc ça, c'est la phase asphyxique. Et de temps en temps, il peut y avoir une troisième phase, mais qui est plus exceptionnelle. C'est les doigts qui vont devenir rouges parce qu'il y a un afflux sanguin assez important. Alors, on a parfois aussi l'impression que quand ces doigts, quand il fait chaud, il y a également un autre phénomène qui se produit sur la vascularité des doigts. Une chaleur excessive peut aussi jouer. Alors, il existe l'inverse, entre guillemets, de la maladie de Raynaud. Mais on n'a pas les deux.
Enfin, une seule, juste Non, la maladie Raynaud, c'est vraiment sur le froid. Voilà, sur le froid. Il y a une autre maladie qui va toucher les mêmes petits vaisseaux qui vont se faire dilater sous l'effet de la chaleur, mais on n'est pas du tout dans le même mécanisme que la maladie de Raynaud. Est-ce qu'il existe un traitement ? Alors, oui et non. On n'a pas de traitement pour guérir de la maladie de Raynaud, puisqu'en fait, cette maladie, c'est une hyper-réactivité à des agressions. L'agression principale étant le froid. Il y en a d'autres, ça peut être le stress, ça peut être l'humidité. Le fait de changer de température, même si ce n'est pas très très froid, ça peut déclencher des crises. Donc, le traitement, c'est compliqué. On ne va pas guérir de ça puisque c'est le corps qui réagit trop. C'est, entre guillemets, c'est dans les gènes. D'ailleurs, il y a des familles de personnes qui ont, tout le monde a la maladie de Raynaud dans la famille. Par contre, on a des médicaments qui peuvent réduire la fréquence des crises. Donc, on ne les empêche pas, on peut réduire la fréquence des crises. C'est un traitement qui est toléré de façon assez variable selon les personnes puisqu'on a des effets secondaires plutôt embêtants qui est les céphalées, c'est les maux de tête, et les jambes qui gonflent. Donc en général, on réserve ce traitement à des gens qui sont très très gênés par les maladies de Raynaud. Est-ce qu'il y a une évolution de la maladie en fonction de l'âge, une aggravation, j'allais dire, ou est-ce qu'il y a une sorte de... L'évolution sera plutôt liée aux patients qui vont s'adapter justement aux facteurs déclenchants, qui vont prendre l'habitude de se protéger au niveau du froid, mais en elle-même, elle ne va pas s'aggraver dans le temps. C'est juste le mode de vie qui est à adapter plutôt par rapport à la maladie. Et alors, comment vous avez des trucs pour se protéger au mieux du froid? Qu'est-ce que vous conseillez? Il faut superposer les couches pour se protéger du froid. Alors, ce qui est important à comprendre, c'est que on imagine que la maladie de Raynaud va arriver quand on a les extrémités qui sont exposées au froid. En fait, c'est tout le corps qui, exposé au froid, peut déclencher des crises. C'est-à-dire que si on met des gants bien chauds, des chaussettes avec des chaussures bien chaudes, on imagine qu'on va se protéger du froid, mais si le reste du corps est exposé au froid, le corps va se sentir agressé et va quand même envoyer l'information au petit vaisseau au niveau des extrémités de se contracter pour que la chaleur reste au niveau du cœur et au niveau du cerveau. Donc, on peut déclencher des crises de Raynaud en s'exposant au froid en dehors des extrémités. Donc, il faut se protéger l'intégralité du corps. Est-ce que vous constatez une recrudescence, parce que quand j'ai parlé autour de moi, tout le monde me dit « Ah mais moi j'ai la maladie de Raynaud, moi j'ai la maladie de Raynaud ». Alors, c'est une maladie qui est assez fréquente. Alors on trouve un peu de tout en chiffres, mais on est entre 5 et 15% de la population française. On est dans une région qui est quand même assez exposée au froid, et c'est une maladie qui est aussi saisonnière, puisque les gens viennent présenter ces symptômes à leur médecin généraliste, voire un médecin vasculaire, essentiellement en période froide. Moi, au cabinet, j'ai des patients qui commencent à arriver depuis ce mois-ci. Jusqu'à décembre, personne ne se plaignait d'accro-syndrome. Là, au mois de janvier, ça commence à arriver. Est-ce que vous recommandez des chaufferettes C'est une bonne solution. On est entouré de magasins de sport, on est une ville de montagne. On trouve ces articles justement, on ne pourrait pas imaginer que le corps s'est acclimaté dans ces conditions et que ce serait peut-être plus difficile pour des personnes qui viennent du sud, qui arrivent au froid et qu'elles seraient plus sujettes. Non, parce que en fait, le corps va réagir sur l'instant T. Il va y avoir une exposition au froid. Le corps, il se met en mode « je protège les organes essentiels ». C'est ce que je disais tout à l'heure. On protège le cœur, le cerveau. Donc on veut garder le sang dans ces organes-là, au détriment des extrémités qui ne sont pas indispensables. Merci beaucoup Damien Rouvière pour toutes vos explications. Merci à vous Caroline. On marque une petite pause et puis on se retrouve juste après. De retour dans Check-up pour parler des traumatismes liés au sport d'hiver. Je vous présente mes invités dans une petite seconde. Chaque année, environ 8 millions de personnes attendent avec impatience de pouvoir aller s'adonner au sport d'hiver sur les pistes de ski. 150 000 d'entre elles en reviennent avec un souvenir un peu plus marquant qu'un selfie avec un bonhomme de neige. Entorse, luxation, fracture, la pratique des sports d'hiver n'est pas sans risque. Pour en parler, nous recevons le professeur Dominique Saragaglia. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef de service orthopédie et traumatologie du sport à l'hôpital Sud. À vos côtés, le docteur Jean-Jacques Baniachemi. Bonsoir. Bonsoir.
Bonsoir. Vous êtes-vous responsable des urgences traumatologiques à l'hôpital Sud? Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et si vous êtes là ce soir, c'est parce que l'hôpital Sud de Grenoble a joué et joue un grand rôle concernant le sujet qui nous préoccupe ce soir, c'est-à-dire la traumatologie des sports d'hiver. Et ça dure depuis 50 ans. Alors avant d'en parler, je vous propose de regarder ce reportage d'Olivier Escalon réalisé justement il y a quelques mois à l'occasion de la célébration des 50 ans de cet établissement. Et puisque vous en êtes une des figures, professeur à Saragaglia, on va vous retrouver dans le sujet. Dans la famille des bâtiments construits à l'occasion des JO de Grenoble, je voudrais l'hôpital Sud. Équipe médicale et politique du territoire se sont réunis dans le hall de l'établissement pour fêter son 50e anniversaire. L'occasion de se remémorer l'histoire d'un lieu qui a marqué la vie de nombreux Grenoblois. Il faut se souvenir qu'en 1968, l'hôpital de Grenoble avait un retard considérable sur le plan médical et que malheureusement on devait accueillir les Jeux Olympiques d'hiver. Donc il fallait absolument créer un nouvel hôpital pour accueillir dans de bonnes conditions les accidentés du ski et notamment les accidentés également de la population. Donc cette étape fondamentale a fait que l'hôpital Sud était à l'époque considéré comme un hôpital moderne, le plus moderne de la région. L'hôpital est inauguré le 6 janvier 1968 en présence de Jean-Marcel Jeanneney, ministre des Affaires sociales, de Pierre Mendès France, député de l'Isère, et d'Hubert Dubedou, maire de Grenoble. Il compte alors 150 lits de traumatologie. En 1975, un bâtiment annexe accueille 120 lits en psychiatrie. L'année suivante, un service de gynécologie obstétrique intègre l'établissement. Dans les années 2000, les événements poussent l'hôpital à repenser sa vocation. L'Homme en mouvement est un projet qui est arrivé plus tard, au moment où la maternité allait pas tarder à partir, l'activité avait baissé, il fallait trouver une identité à l'hôpital Sud. Et cette identité qui était déjà fortement marquée par l'activité de chirurgie orthopédique que j'avais développée à partir des années 90 et par la traumatologie qui avait été développée par mon prédécesseur, le professeur Henri Bèze. Donc la médecine du sport qui était arrivée en 1994-95, il fallait donner une identité. L'Homme en mouvement se prêtait tout à fait à cette identité. S'ensuivent l'arrivée de la rhumatologie, puis celle de l'Institut de rééducation, précédemment installé à Saint-Hilaire-du-Touvet. Aujourd'hui, l'hôpital Sud joue un rôle clé en soulageant l'hôpital Nord de nombreux traumatisés des membres. Plus de 4000 interventions s'y déroulent chaque année, principalement en chirurgie orthopédique. Plus de 16 000 urgences y sont traitées. Alors, professeur Saragaglia, cet établissement est devenu une référence. On parle d'ailleurs d'école grenobloise. Qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, c'est un mot qui m'est assez cher, puisque dans la tradition de la chirurgie orthopédique ou de la chirurgie tout court, eh bien, il y a des maîtres qui essaient de transmettre un savoir-faire. Et ces écoles, malheureusement, qui ont bercé mes débuts en chirurgie, ont tendance petit à petit à disparaître. Et c'est pour ça que ce terme d'école, j'y tiens beaucoup, parce que c'est toute ma jeunesse et puis c'est tout ce que j'ai essayé de transmettre pendant pratiquement 30 ans d'activité en tant que chef de service. Donc c'est une école où les élèves essaient de respecter les traditions et ce qu'a enseigné le maître. Et vous avez évoqué dans le reportage un médecin important qui était médecin militaire. Tout à fait. Et j'ai eu comme maître le professeur Bèze, qui a été à l'origine de cette école de traumatologie au CHU de Grenoble, qui était un chirurgien militaire qui avait fait ses armes en Indochine, et puis ensuite il avait été professeur de chirurgie à Dakar, et c'était un chirurgien qui venait de la chirurgie générale, et quand il est arrivé à l'hôpital Sud, il a trouvé que c'était un endroit idéal pour développer la traumatologie, et notamment la traumatologie des sports d'hiver. Et il a fait toute sa carrière, progressivement en abandonnant la chirurgie générale pour ne faire que de la traumatologie. Alors, professeur, c'était dit dans le reportage, mais il y a aussi un service de traumatologie à l'hôpital Nord. Comment se réalise l'orientation des blessés, j'allais dire, entre les deux pôles du CHU ? Alors, nous avons plutôt une spécificité sur la traumatologie des membres et la traumatologie des différentes articulations et des lésions isolées des membres. Et tout ce qui devient
polytraumatologie, chirurgie du rachis, traumatismes abdominaux, traumatismes cervicaux ou crâniens sont orientés sur l'hôpital Nord, et en toute logique, puisqu'à l'hôpital Nord, il y a un plateau technique extrêmement sophistiqué, avec toute la panoplie des chirurgiens viscéraux, des neurochirurgiens, des chirurgiens orthopédistes aussi, qui fait que la grosse traumatologie, là où le risque... Ce qu'on appelle les polytraumatisés, en définitive, c'est ça? C'est ça, voilà, ce sont ces polytraumatisés où le risque vital est mis en cause. Donc à ce moment-là, il faut qu'ils soient pris en charge par les chirurgiens et par les réanimateurs qui ont des services de réanimation qui vont pouvoir, à ce moment-là, prendre en charge ces patients en post-opératoire quand il y a eu chirurgie. Ce que nous n'avons pas. Nous avons un plateau technique pour faire de la chirurgie orthopédique, dont la chirurgie réglée, et de la traumatologie isolée des membres. Alors, quels sont les accidents les plus fréquents que l'on rencontre en traumatologie des sports d'hiver? Alors, en numéro 1, bien sûr, ce sont les accidents de ski de piste. Viennent ensuite les accidents de surf et puis les accidents de ski de fond par la suite. Et les lésions, on le voit sur ce petit schéma, pas mal d'entorses du genou, des lésions de l'épaule? Absolument. Le membre inférieur est touché en priorité. Et ensuite, ce sont le membre supérieur avec les traumatismes du poignet et du bras. Comment vous sont envoyés les patients par les médecins de montagne? Alors, il y a plusieurs filières pour l'arrivée des patients. Alors, il y a soit l'arrivée directe par un premier tri qui se fait par les médecins de montagne, qui prennent en charge d'abord initialement le patient au pied des pistes, et ensuite en fonction des gravités, c'est-à-dire que s'ils estiment que la pathologie est potentiellement chirurgicale, ils nous l'envoient en nous appelant donc, à l'hôpital Sud, et donc nous recevons le patient, et ensuite soit on fait un traitement orthopédique, soit on les met dans les mains des chirurgiens, soit directement le tri se fait directement au pied des pistes avec le SAMU qui dirige en fonction de la gravité. Et donc si c'est des traumatismes crâniens et autres, c'est donc dirigé directement par le SAMU sur l'hôpital Nord. Et si c'est les traumatismes des membres, ils sont dirigés directement, que ce soit en hélicoptère ou par les pompiers ou les ambulances. Sur un week-end d'hiver comme en ce moment, ça représente combien de blessés qui sont orientés vers l'hôpital Sud? Bien, de façon spécifique sur les accidentés de ski sur un week-end, on peut dire qu'on reçoit entre un samedi et un dimanche, 40 à 50 patients sur les accidentés de ski, en sachant qu'il faut compter environ 10-12% de pathologies graves qui seront hospitalisées dans ces cas-là. Alors, où sont conduits les patients lorsqu'ils arrivent? Est-ce que vous avez une salle de déchocage ou c'est autre chose? Alors, comme ce n'est pas les polytraumatisés qu'on a, on a un tri propre dans notre spécialité. Alors, je suis urgentiste, mais spécialisé dans la traumatologie. Et dès l'arrivée, donc, il y a une infirmière d'accueil et d'orientation qui va prendre en charge le patient. Si elle estime que le patient va être hospitalisé, il sera directement placé dans un lit. Et ce sont des lits qui sont spécialisés avec toutes les poulies, comme vous voyez. Si quelqu'un a une fracture de fémur, il sera dans un lit, ce qu'on appelle des lits de Raynaud, avec plein de poulies de partout. Et puis, si c'est une fracture de jambe, il sera mis dans un autre type de lit. Et si on estime que le patient ne sera pas hospitalisé, il sera mis sur un brancard. Et il y a différentes filières. Si les patients sont très algiques, avec beaucoup de douleurs, donc à ce moment-là, la prise en charge de la douleur, c'est ce qui prime. Et donc, s'il faut réduire la luxation, il passe devant les autres. Et donc, il y a toute une filière qui s'est mise en place, d'ailleurs en collaboration avec les radiologues et les autres spécialités, notamment les orthopédistes et les médecins du sport. Est-ce que les accidentés en montagne de sport d'hiver sont pris en charge différemment des accidentés de la route, par exemple? Alors, je dirais en tant que médecin urgentiste, non, parce que l'énergie cinétique, c'est-à-dire que la violence des chocs, que ce soit sur des accidents de la circulation ou des accidents de ski, parfois se valent parce que les gens skient de plus en plus vite et les chocs, les collisions entre skieurs sont vraiment importantes et c'est l'équivalent vraiment des accidents de la route. Est-ce que toutes les traumatologies auxquelles vous êtes confrontés, notamment liées au ski, nécessitent une opération, une intervention chirurgicale ou quelle est la proportion? Alors c'est environ 10 à 12% des patients que nous recevons qui seront ensuite dirigés dans le service de traumatologie, donc du professeur Saragaglia. Et en fonction de la gravité, l'opération peut se faire tout de suite ou pas forcément?
Ça dépend. Effectivement, quand l'intervention est urgente, par exemple, ce week-end, on a eu plusieurs fractures du fémur et on a eu également une luxation de hanche. Luxation de hanche est une urgence extrême, c'est-à-dire la hanche qui se déboîte et il faut réduire cette luxation dans les 2, 3 heures, 4 heures maximum pour éviter ce que l'on appelle une nécrose de la tête fémorale. Et quand ce patient est arrivé ce week-end, et tous les hivers, on en a à peu près 5 ou 6 qui arrivent comme ça, on arrête pratiquement le bloc opératoire, on fait passer tout de suite le patient au bloc opératoire pour réduire cette luxation, car le pronostic de la tête fémorale est lié à cette urgence qui est une urgence extrême. Il y a des opérations qui se déroulent, est-ce que la plupart des opérations se déroulent en ambulatoire ou est-ce qu'elles nécessitent une prise en charge ? Non, ça dépend. L'ambulatoire, une fracture du fémur, c'est pas possible. Une fracture du plateau tibial, et on en a beaucoup en hiver en ce moment, et c'est pas possible. Par contre, une fracture du poignet, une rupture du tendon d'Achille, par exemple, ou une fracture de cheville, un ligament croisé éventuellement, on peut faire ça en ambulatoire. Mais ce n'est pas toute la chirurgie. Alors justement, puisque vous en parlez, on va voir quelques images d'une opération des ligaments croisés antérieurs du genou. Celle-ci a été réalisée à la clinique des Cèdres. Vous en pratiquez également un certain nombre. Alors rappelez-nous quel est le rôle des ligaments dans le genou. Alors, le ligament croisé, celui qu'on opère le plus souvent, c'est le ligament croisé antérieur. C'est le stabilisateur du genou. Je dis toujours à mes patients que marcher sans ligament croisé, c'est tout à fait possible, comme conduire une voiture sans frein, c'est tout à fait possible. Mais si vous roulez à 10 à l'heure, c'est pas grand-chose. Mais si vous descendez de Champs-Rousses avec une voiture qui n'a pas de frein, ça va mal se passer. Mais quand vous avez un genou qui n'a plus le frein, qui est le ligament croisé antérieur, eh bien, si vous faites du tricot, ça ira bien. Par contre, si vous faites du slalom ou si vous faites des activités extrêmement complexes, eh bien, ça ne tiendra pas. Donc, le genou ne sera pas verrouillé et vous aurez ce qu'on appelle une instabilité avec des dérobements du genou. C'est pour ça qu'on opère beaucoup de sportifs pour pouvoir continuer à pratiquer le sport. C'est l'opération, enfin, c'est en tout cas la blessure que vous voyez arriver le plus souvent ? Alors oui, ça fait partie d'une lésion qui est très très fréquente au niveau des urgences, dont la prise en charge est vraiment très protocolisée et on a des indications pour faire des IRM à la fois en urgence ou en différé. Il faut savoir que c'est pas une urgence absolue. Non, on n'est pas forcément opéré tout de suite. Non, non, il y a certaines indications bien précises où il faut opérer très rapidement et puis il y a d'autres indications où l'intervention peut se faire de façon différée. Donc ça fait partie de notre spécialité. Alors on dit que c'est une lésion qui touche plus souvent les femmes. Pour quelles raisons ? Alors, est-ce que c'est un problème hormonal ? Il y a plein d'études qui ont été faites à ce sujet-là, effectivement. Est-ce que c'est un problème parfois d'entraînement ? Je ne sais pas ce qui se passe exactement. Est-ce que c'est un problème de morphologie ? On peut avoir des échancrures à l'intérieur du genou, on appelle ça l'échancrure intercondylienne, qui peut être un petit peu plus étroite chez la femme, avec un ligament croisé qui est un peu coincé à l'intérieur. Donc il y a des tas de facteurs qui font que, effectivement, tous les hivers, on a plus de ruptures de ligament croisé antérieur chez la femme que chez l'homme. Mais ceci dit, l'homme en a quand même pas mal aussi. Hein. Chacun a son lot. Est-ce que c'est devenu un peu une opération de routine ? Vous en voyez tellement. Vous en voyez combien par an des ligaments ? Actuellement, par le biais des urgences, on a tous les matins, quand je fais le staff, on a 6, 7, 8 ligaments croisés qui passent chaque jour. On ne les opère pas tous, je vous rassure. Des gens qui sont sédentaires, qui n'ont pas d'activité physique et qui n'ont pas d'instabilité, on peut vivre sans rupture, avec une rupture du ligament croisé antérieur, contrairement à ce qu'on a tendance à dire parfois, que le ligament croisé antérieur, c'est pas possible, il faut absolument le réparer. Donc il faut enlever cette image reçue où on dit ligament croisé cassé égale opération. Donc on en traite un certain nombre de manière fonctionnelle. On en repère beaucoup au printemps, en été et en automne. Et puis, il y en a certains autres qui vont peut-être se faire opérer ailleurs. Ça arrive tout à fait. Chacun choisit l'endroit où il se faire opérer. Mais ceci dit, aujourd'hui en France, on est probablement un des centres hospitaliers qui a la plus grosse activité en chirurgie du ligament croisé antérieur. Est-ce que pour les autres membres, c'est aussi simple, l'opération est aussi rapide pour l'épaule, par exemple, ou pour...
Ça dépend quelle pathologie. Si vous avez une fracture de l'épaule, et on a en hiver des fractures extrêmement complexes de l'épaule, et là c'est chirurgical et c'est tout de suite. Il ne faut pas attendre 3 mois. Maintenant, si vous avez un déboîtement de l'épaule, il n'y a aucune urgence à opérer un déboîtement de l'épaule. Il faut réduire, remettre en place, faire cicatriser un petit peu, et c'est à la récidive qu'on sera amené à opérer. Quand on peut avoir également une pathologie de la coiffe des rotateurs, et là, le piège, c'est de passer à côté d'une indication qu'on pourrait opérer en urgence, parce que normalement, les ruptures aiguës du ligament de la coiffe des rotateurs sont très rares, mais ça peut arriver. Il m'est arrivé d'opérer des jeunes avec une rupture de la coiffe des rotateurs, donc il ne faut pas passer à côté du diagnostic. Et là, il faut opérer assez rapidement. Alors qu'autrement, chez quelqu'un de plus âgé, on a le temps d'opérer une rupture de la coiffe des rotateurs. Et justement, de quoi s'agit-il? C'est quoi une rupture de la coiffe des rotateurs? Alors, la coiffe des rotateurs, ce sont les tendons qui fixent la tête humérale à l'omoplate. Donc, vous avez une coiffe, il y a 4 tendons qui viennent coiffer la tête de l'humérus. Voilà. Et ces tendons peuvent être rompus, le supraépineux, l'infraépineux, le subscapulaire. Donc, ces tendons qui vont mobiliser l'épaule, d'abord, pour avoir une rupture de la coiffe des rotateurs, c'est très douloureux, puis ensuite, ça diminue la fonction. Donc, chez quelqu'un, c'est une pathologie de l'adulte vieillissant, en général. C'est dû plus à des phénomènes dégénératifs que des phénomènes traumatiques. Mais chez les jeunes, de temps en temps, il m'est arrivé d'opérer quelques jeunes au cours d'accidents de surf et autres, pour lesquels on aurait pu passer à côté du diagnostic. Et là, il faut réparer cette coiffe, parce qu'une épaule qui n'a plus de coiffe des rotateurs, elle va avoir un fonctionnement anormal qui va faire que progressivement, on va avoir une arthrose de l'épaule, qui est parfois très difficile à traiter, surtout quand la tête de l'humérus, qui n'est plus centrée par la coiffe, va monter et venir frotter contre la voûte acromiale. Et puis il y a aussi toutes les lésions qui concernent la main, je pense au pouce. Effectivement, l'entorse du pouce, voilà. effectivement. Le scaphoïde. Le fracture du scaphoïde, sur les chutes sur le poignet. On n'opère pas toutes les fractures du scaphoïde, mais dans certains cas, quand la fracture est déplacée, on l'opère. Les entorses du pouce, on en opère beaucoup, parce qu'effectivement, c'est un élément très important de la pince pouce-index. Et si vous laissez passer une rupture d'un ligament qu'on appelle le ligament collatéral cubital, si vous laissez passer, vous avez une perte de la force pouce-index, et c'est très embêtant. Donc, c'est 25% des entorses du pouce. 25% le pouce. 25% des entorses sont opérées. D'accord. Est-ce que ce sont des opérations qui peuvent avoir des complications? C'est assez simple finalement. Il y a des risques? Très peu. Il y a des risques, mais il y en a peu, à tel point que c'est des chirurgies que l'on fait, c'est notamment le ligament croisé, les entorses du pouce, ça se fait en ambulatoire depuis pas mal d'années aujourd'hui. Mais toute chirurgie comporte un risque, ça c'est clair. Mais le taux de complications par rapport à la satisfaction, le bénéfice risque par rapport à l'avantage est en faveur du fait qu'il faille se faire opérer. Donc le bénéfice-risque est toujours en faveur du geste chirurgical. Par contre, il y a d'autres chirurgies qui sont beaucoup plus compliquées, pour lesquelles le bénéfice-risque est parfois discutable. Et lorsque l'on a été opéré, est-ce qu'on ressent toujours une gêne? Ça dépend des gens, vous allez me dire? Ça dépend des gens. Effectivement, il y a des gens qui ne souffrent absolument plus et qui n'ont absolument aucun problème et qui reprennent une vie strictement normale. On peut reskier, bien sûr. On a reskié, il faut faire des tas d'acrobaties. Et puis il y en a d'autres qui ont été bien opérés, qui ont des genoux qui sont parfaitement stables, et puis qui ont des douleurs dues à des tendinites ou parfois avec des algodystrophies, des choses comme ça. Et malheureusement, ça, on ne peut pas le maîtriser, on ne peut pas anticiper ce genre de complications. Ça fait partie des aléas thérapeutiques. Si la chirurgie est rapide, on commence à évoquer la problématique de la rééducation qui, elle, peut être très longue et qui est essentielle en même temps pour retrouver une activité. Vous avez tout à fait raison. J'étais un des tout premiers en France, il y a de nombreuses années, à mettre l'accent sur cette situation. Quand on opère un ligament croisé en urgence, les suites opératoires sont beaucoup plus compliquées que quand on attend que le genou soit refroidi, qu'il ne soit plus inflammatoire. Les suites opératoires sont plus simples après, ce qui fait que depuis de très nombreuses années en France aujourd'hui, on considère, et pas qu'en France d'ailleurs, un peu dans le monde entier, qu'il est préférable, sauf si on est un sportif de compétition avec assurance et des tas de choses, mais ça, les professionnels, c'est un autre problème. Mais le sportif de loisir, il a tout intérêt à ne pas se faire opérer en urgence pour éviter les complications que l'on peut avoir, qui sont plus fréquentes quand on fait de la chirurgie en urgence que quand on fait de la chirurgie en différé.
Alors, je vous propose à présent de retourner faire un petit tour à l'hôpital Nord, puisque vous l'avez dit, vous vous occupez plus particulièrement de la chirurgie des membres, mais pour tout ce qui est traumatisme crânien ou douleur dorsale, ça se passe à l'hôpital Nord. Les pratiquants de ski sont de plus en plus nombreux à porter un casque, mais pas tous, et la chute sur la tête peut avoir de graves conséquences. On va retourner donc à l'hôpital Nord, voir les explications de Mathias Araez. Sur les pistes françaises, la lésion à la tête arrive en seconde position des diagnostics lors d'un accident de ski. Et pourtant, le port du casque n'est toujours pas obligatoire. Si dans les faits, le nombre de personnes en portant est en constante augmentation, c'est en partie grâce aux évolutions technologiques. La protection est bien meilleure, l'absorption sur tous les chocs. C'est pas le tout, on savait faire des casques qui étaient lourds, mais ce qu'il faut protéger d'un choc, c'est une chose, mais là maintenant on a des matériaux qui font des absorptions de choc. Donc c'est plus pareil, voilà. Donc on a une bien meilleure protection. Juste à la place du masque, tu vois, le masque il vient juste ici. Voilà, là il est bien. Aujourd'hui, un casque pèse en moyenne 500 grammes et se compose de 3 parties. La calotte extérieure, la couche de protection interne et le confort visant à protéger du froid, de la neige et du vent. Le port du casque ne reste cependant pas une recette miracle. Un comportement inadapté sur les pistes est un facteur accidentogène majeur. Là, lorsqu'on ralentit brutalement, en fait, le cerveau va continuer d'avancer quelque part dans la tête et va pouvoir heurter des structures à l'intérieur du crâne et créer aussi des lésions intracrâniennes. Donc le fait d'avoir un casque ne protège pas de toutes ces lésions liées à la cinétique. Donc c'est important de à la fois porter un casque, mais aussi d'être prudent et de respecter les règles habituelles sur les pistes de ski pour éviter de heurter à grande vitesse quelqu'un ou un objet. Lorsqu'on ne porte pas de casque, l'impact va être plus important en termes d'énergie cinétique au niveau de la tête parce que le casque va absorber une partie de l'énergie cinétique. Là, toute l'énergie cinétique va se transmettre directement à l'os et à l'intérieur du crâne au cerveau. Et donc, on va avoir des lésions potentiellement plus graves. Avec ou sans casque, une mauvaise chute peut causer des lésions cérébrales à la colonne, voire au cervical, pouvant entraîner jusqu'à la mort. En 2017, 62% des adultes portaient un casque, 85% des adolescents et 95% des enfants. Alors, comme il a été évoqué dans le sujet, la vitesse est un facteur important d'accident et son corollaire, la collision. La vitesse moyenne des skieurs en station, c'est 30 à 60 km/h, un peu plus pour les bons skieurs, sachant qu'il faut plus de 20 mètres au-delà de 50 km/h pour s'arrêter. Donc, on peut imaginer que ça peut faire mal. La vitesse, c'est vraiment le facteur prioritaire. Alors, c'est un facteur de gravité qui est très important. Et en fait, ça touche tous les organes qui sont mobiles dans notre corps. Ça touche le cerveau, qui est mobile au sein de cette boîte crânienne. Ça touche ce qu'on appelle le cœur et le poumon, qui sont mobiles dans cette cage thoracique qui est dure. Et donc, lors d'un freinage brutal, d'un choc et d'un arrêt brutal, tout le cœur va tamponner la partie antérieure et postérieure ensuite du thorax, et donc ça peut se cisailler. Ça peut cisailler les reins qui sont mobiles aussi à l'intérieur au niveau abdominal. Et donc tous ces organes, ce sont tous des organes qui, lors d'un choc violent, vont faire l'objet d'un examen clinique bien précis par l'urgentiste qui va faire un examen neurologique, un examen cardiovasculaire et ensuite un examen abdominal pour voir un peu l'état des reins. Parce que c'est vraiment des facteurs importants à rechercher. Professeur, vous avez une longue expérience. Est-ce que vous avez vu une évolution du type de blessure au cours de ces 20, 30 dernières années, que ce soit lié au comportement, que ce soit lié au matériel ? Tout à fait. Il y a une notion fondamentale. Effectivement, le matériel a beaucoup évolué au cours des 50 dernières années. Dans les années 50 et 60, à l'époque où les skieurs avaient des brodequins, il se faisait volontiers des fractures de la cheville, des fractures bimalléolaires, des fractures du pilon tibial. Puis petit à petit, on a rigidifié la chaussure, on a monté progressivement, puis on a vu progressivement arriver les fractures de jambes. Et puis ensuite, on a monté encore, on a rigidifié, on a vu arriver les traumatismes du genou, et notamment les ruptures du ligament croisé antérieur. Et tout ça fait que, combiné à la vitesse, combiné à la modification également des skis, parce que les skis ont changé, ils ont évolué, du strato des années 60-70, ensuite il y a eu d'autres skis, puis les skis paraboliques, à la fin des années 90, qui ont fait apparaître d'autres lésions. Donc tout ça a fait que, en fonction de l'enneigement également, des canons à neige, puisque autrefois, quand il n'y avait pas de neige, on ne skiait pas.
Et puis quand il y avait de la neige, c'était de la poudreuse. Donc les gens descendaient moins vite, ils tombaient sur un coussin qui allait amortir. Et puis finalement, c'est pas si mal que ça. Quand j'étais interne dans le service du professeur Bèze, on voyait énormément de fractures de la jambe, par exemple. Aujourd'hui, les fractures de jambe en ski sont devenues beaucoup plus rares. Dans les années 70-80, il y avait à peu près 40 à 45% des accidentés du ski qui étaient des fractures de jambes. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Et on avait 10% de rupture des ligaments croisés. Aujourd'hui, on a 40% à peu près de rupture des ligaments croisés et environ 10% de fractures de la jambe. Tout ça par la modification de la chaussure de ski. Ensuite, les skis paraboliques, les skis paraboliques n'ont pas fait diminuer les ruptures des ligaments croisés. Par contre, on a vu apparaître des lésions plus importantes du membre supérieur. Les gens tournent beaucoup plus à l'aigu, ils tombent comme en surf des neiges et ils se font énormément de fractures du poignet. Et il y a 7-8 ans, j'avais été alerté par le nombre considérable de fractures du poignet qui a pratiquement, par rapport au début de mon activité, ils ont doublé. Au début de mon activité, début des années 90, on avait 4% d'accidents du poignet. Actuellement, on est à 8, 9%, 10%. Donc ça a doublé. Et on a vu également se modifier certains types de fractures. Par exemple, quand on a vu dans les années 2000, au début des années 2000, arriver des petits coups, des skis courts, des snowblades. Et ces snowblades n'avaient pas de fixation. Et les gens, ils s'enroulaient autour du ski. On a vu apparaître des fractures du tibia dans plus de 55% des cas. On avait fait une étude statistique à l'époque où tout le tibia était cassé de la cheville jusqu'au genou. Des grandes spiroïdes de tout le tibia. Donc, ça a été infernal. Donc, on avait alerté les pouvoirs publics à l'époque, à tel point que sur ces snowblades, d'ailleurs, actuellement, c'est tout à fait confidentiel, on n'en voit plus parler, on avait mis des fixations, puisque ces skis n'avaient pas de fixation. Donc, toute cette évolution du ski, nous, on la vit au jour le jour. Marie-Caroline parlait de facteurs de vitesse. Aujourd'hui, on sait tous que les pistes sont extrêmement damées. Oui, c'est un billard. En fait. On se souvient tous qu'effectivement, dans le temps, une piste rouge était bosselée. Est-ce que c'est pas quand même un vrai facteur d'aggravation Absolument. L'état d'enneigement et la vitesse, ce sont vraiment deux facteurs de risque extrêmement importants. Et là, on a pu voir pendant ces vacances de Noël, les 15 jours où la neige était vraiment dure, une chute équivalait à une fracture et on s'est retrouvés, nous, débordés par le nombre de traumatismes très importants et graves fonctionnellement. Et donc, ça a été un facteur important. Voilà, donc ce qu'on peut conseiller à tout le monde, c'est pas de passer aux 80 km/h, mais en tout cas beaucoup moins sur les skis. Et de porter un casque. Et de porter un casque, et même parfois des protections dorsales. Ça se et puis de respecter les règles de bonne pratique aussi. Voilà, c'est aussi un bon départ. C'est aussi un bon début, puis peut-être de s'entraîner un petit peu avant, de s'échauffer un petit peu avant de partir au ski, ça peut pas faire de mal. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Merci aussi évidemment à vous, Vincent Templard. On se retrouve très vite pour un prochain numéro de Check-up. En attendant, portez-vous bien. Medialp, 20 points de vente dans la région, de vente et location de matériel de confort médical, vous a présenté Check-up. Les assurances santé et les solutions de prévoyance de la Caisse d'épargne vous ont présenté Check-up.